Chère Ophélia et chère Christine, bonjour. À nouveau, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette journée de notre séminaire Babil Babel, journée qu'on a intitulée cette année « Lire, traduire, interpréter ». Christine, je vous représente à nouveau, même si beaucoup d'entre nous, le 2 octobre, vous connaîtront. Vous êtes sociolinguiste, professeur émérite des universités et vous dirigez actuellement des travaux de recherche sur le bilinguisme et le plurilinguisme à l'Université de Strasbourg. Ophélia, on vous connaît moins, c'est pour ça que nous sommes très heureux de vous entendre aujourd'hui, de vous voir. Vous êtes sociolinguiste également, mais vous êtes avant tout professeur d'éducation urbaine et de littérature hispanique et je savais que j'allais fourcher, et lusio-brésilienne à l'école doctorale d'université de New York. L'éloignement géographique ne nous permet pas de vous accueillir physiquement aujourd'hui à Paris et encore moins le 2 octobre. Aussi, sur proposition de Christine, nous avons organisé cet entretien dans ce dialogue que Christine a très justement intitulé « Conversation transatlantique et translangue ». L'une de vous est à New York, l'autre est à Strasbourg. Et c'est donc effectivement en français, mais probablement aussi avec un peu d'espagnol et d'anglais, que va se dérouler cet échange. Toutes deux, vous avez bien évidemment étudié les phénomènes de bi- et de plurilinguisme en famille, à l'école, ainsi qu'observé les pratiques langagières des enfants bi ou plurilingues. Vos échanges aujourd'hui vont plus particulièrement s'intéresser aux enjeux d'une éducation bilingue et plurilingue, et plus particulièrement à cette théorie du translanguaging, théorie que vous avez plus particulièrement élaborée ces dernières années, Ophélia. Évidemment, l'ensemble de vos échanges nous rediront, réaffirmeront tous les enjeux d'une éducation plurilingue dans un souci, bien sûr, de justice sociale. Chère Christine, chère Ophélia, je vais me mettre de côté et vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léo. Alors, bonjour Ophélia, et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je voudrais commencer par une question plus générale sur ton parcours universitaire et sur tes choix de recherche. Donc, pourrais-tu nous dire en premier lieu pourquoi tu as consacré toute ta carrière universitaire, et tu continues encore aujourd'hui, au domaine de l'éducation bilingue? Merci Christine. Je veux commencer pour remercier Julie, et Léo et toi Christine parce que je crois que tu es pour moi une inspiration. Je crois que la première fois que je me rencontre avec toi en Argentine, il y a 20 ans, je crois, et je commence à parler avec toi et je savais instantanément que tu es une personne qui pense autrement, toujours sur tous les problèmes et spécialement sur le bilinguisme. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec toi parce que c'est un peu, je ne sais pas comment le dire en aucune langue, mais atrevido, c'est le mot en espagnol pour parler en français avec toi, mais ici, je suis ici. Je crois que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est marqué par des expériences personnelles. Et pour moi, comme toi, tu sais, je suis née à Cuba. Je suis arrivée à New York quand j'avais presque 11 ans. Et je commence à étudier dans l'école. Je ne savais pas l'anglais. Et je me rappelle les premiers mots, la première fois que je comprends de l'anglais. Et c'était quand une de mes amies qui parle espagnol aussi a dit à la prof, don't mind her, she's just a stupid Cuban girl. Et l'instant, quand j'ai écouté que j'étais stupide parce que je ne parle anglais, je me dis, je ne suis pas stupide. Et je crois que ça
le commence de mon carrière. Toujours, je dis, quand je vois un enfant qui ne parle pas la langue de l'école, cet enfant a plus qu'on voit. Et qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a et comment est-ce que nous pouvons connaître vraiment qu'est-ce que c'est cet enfant plus que la langue de l'école. Et c'est pour moi, je crois, ma première impression qu'il faut faire aucune chose que nous ne faisons pas dans l'école. Et j'étudie, comme tu le sais, l'espagnol à l'université parce que je ne après ça, après que j'arrive aux États-Unis, mon éducation était en anglais et je perds beaucoup des aptitudes pour écrire et lire l'espagnol. Et à l'université, j'étudie l'espagnol pour me connaître. Mais là-bas, il y a aussi un malentendu de ce que c'est l'espagnol. Parce que l'espagnol, pour moi, chez moi, premièrement, c'était un espagnol latino-américain. Et dans cette époque, la seule chose qui compte comme l'espagnol, c'était l'espagnol péninsulaire, ça qu'on appelle Castilian. Et après, mes profs à l'université me disent beaucoup de temps, ce n'est pas l'espagnol quand je parle. Et je dis continuellement, mais c'est la façon que ma mère le dit. Et on me dit toujours, non, ce n'est pas l'espagnol. Et je commence à questionner cette question du langage de mes expériences dans ma vie. Et après, j'ai le bonheur d'étudier avec Joshua Fishman, qui, je dis toujours, il m'a enseigné tout ce que je sais de langue, c'est par Joshua Fishman, mais ces idées sociolinguistiques, linguistiques, dans cette époque, je questionne beaucoup de choses parce que les choses que je lis dans les livres ne sont pas les choses que j'écoute à la communauté. Ce n'est pas la manière que nous parlons chez nous, ce n'est pas la manière que nous parlons dans mon quartier qui est bilingue. Et je commence à penser autrement, comme vous dites. Et je crois que c'est le commencement de mon carrière. D'accord, merci beaucoup Ophélia. Alors, tu écris dans ton ouvrage, un ouvrage très célèbre de 2009, un très gros ouvrage, Bilingual Education in the 21st Century, que tous les enfants dans toutes les écoles devraient avoir accès à un enseignement bilingue ou multilingue. Or, aujourd'hui, que ce soit, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, que ce soit au Canada, où on vante beaucoup l'enseignement bilingue au Canada, que ce soit aux États-Unis, où il y a énormément de travaux sur l'enseignement bilingue et multilingue, en Europe, où on se définit identitairement comme multilingue, ou dans d'autres parties du monde, finalement, on a beaucoup de mal à repenser l'éducation langagière des enfants au XXIe siècle. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer la façon dont on conçoit ce que j'appelle l'éducation langagière? C'est-à-dire, j'inclus tout ça, la langue d'instruction ou les langues d'instruction, nous, ce qu'on appelle les langues étrangères, que vous appelez les langues secondes, ce que vous appelez les langues d'héritage, qu'on appelle les langues d'origine, et puis toutes les autres langues et qualificatifs qu'on peut utiliser. C'est ça que je veux dire par éducation langagière. Pourquoi on a tant de mal au XXIe siècle à accepter les pratiques multilingues des élèves et à changer ça dans nos écoles, à ton avis? Je ne sais pas, je ne peux pas parler de tous, mais ça que, pour mon expérience, le problème, c'est que l'éducation, à beaucoup de temps, c'est une éducation
langagière seulement, c'est-à-dire on a substitué l'éducation de l'enfant comme une personne totale pour une éducation seulement de langue. Et comme m'a dit il y a beaucoup d'années, mon ami Frisian comment est-ce qu'on dit, les Pays-Bas, Oui, les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Il m'a dit bilingual education cannot be for language, it has to be for children. Ah oui, ça c'est juste traduire, Ophélia. Hein. L'éducation bilingue ne peut pas être pour la langue, mais l'éducation bilingue doit être pour l'enfant, ciblée sur l'enfant. Et je crois que toute éducation, tous les systèmes éducatifs dans le monde se centrent dans la langue et non pas dans l'enfant. Oui. Et je crois que c'est un problème parce que la langue de l'école n'est pas la langue. La langue de l'école est un instrument créé pour les États politiques, pour contrôler, pour donner une nationalité qui est connectée dans cette langue. Le français, c'est pour la France. L'espagnol, c'est pour les pays qui parlent l'espagnol. Mais on ne considère pas qu'il y a beaucoup des autres langues et des autres personnes dans cet espace. Et je crois que c'est un problème. Et je crois que la langue, nous savons utiliser la langue comme instrument de contrôler, de colonisation, vraiment. Et l'école, l'éducation, les systèmes éducatifs n'ont pas supéré cette conceptualisation de la langue simplement comme le seul but de l'éducation. Je crois que si nous considérons l'éducation des enfants comme le centre de notre responsabilité, nous voyons toujours qu'il y a un autre mode non seulement de penser, mais de voir les enfants. Nous les revoyons d'une autre manière. Nous les revoyons non pas comme s'ils laquent, s'ils n'ont pas des ressources, mais nous les voyons comme personnes qui ont beaucoup de ressources, plus que les monolingues. Mais c'est difficile de le faire si l'autorité scolaire est monolingue et on toujours voit les autres langues comme étrangères, comme des langues, on a peur de ces personnes qui parlent ces langues, on a ces suspicions de ces personnes et c'est pour ça que je crois que c'est une lutte continue qui continue toujours dans les écoles parce que les enfants qui sont dans les écoles, il y a des enfants qui ont des modèles de faire la langue chez eux qui se paraît à la façon qu'on le fait dans l'école. Mais, oui, c'est ça, qui ont les codes linguistiques à la maison, les mêmes à l'école. Oui. C'est ça. Mais la plupart des enfants, ça ne se donne pas. Et ils sont ces enfants qui ne réussissent pas dans les écoles, qui ont des échecs dans les écoles, etc. Et je crois que c'est intentionnel. Ce n'est pas une c'est une méthode qui est, je crois,
une partie de l'éducation, du système éducatif. Et je crois qu'il y a beaucoup de profs qui travaillent pour libérer cette idée de l'éducation, mais le système a une force qui ne marche pas beaucoup de temps. Qui contraint beaucoup les enseignants, oui. C'est ça. Alors, la question suivante, nous connaissons toutes les deux Hugo Battens-Beardmore, un des grands chercheurs belges de l'éducation bilingue, hein, et il avait publié un article que j'aimais beaucoup, qu'il avait intitulé « Qui a peur du bilinguisme ?» Et moi, en tout cas en France, je rencontre encore toujours beaucoup de personnes dans le monde éducatif qui ont peur du bilinguisme, mais surtout qui ont peur, en premier lieu, c'est toujours ce qui ressort tout de suite, le mélange de langues. Alors, tu as très clairement montré dans tes travaux que cette peur du mélange de langues, ça vient d'un regard extérieur sur les bilingues et d'un manque de compréhension intérieure, c'est-à-dire de comprendre comment les personnes bilingues vivent leur bilinguisme, utilisent leur langue, etc. Et tu as expliqué et réexpliqué dans tous tes travaux, ces 30-40 dernières années, que l'on est bi ou plurilingue. Quand on est bi ou plurilingue, on a un répertoire de compétences linguistiques plurielles et puis on puise là-dedans pour s'exprimer, et surtout que c'est normal d'utiliser toutes ces ressources linguistiques et que c'est donc normal face à ses interlocuteurs ou selon la place où on est, d'utiliser parfois une langue, parfois l'autre, les deux mélangés, etc., etc. Tu as décrit ce phénomène en termes de translanguaging, et aujourd'hui, il y a des milliers de chercheurs qui écrivent sur cette notion à la suite de tes travaux, mais tu as aussi proposé, ce que je trouve de très intéressant, une pédagogie du translanguaging. Alors, tu peux expliquer quels sont les quelques grands principes de cette pédagogie du translanguaging? Oui, la pédagogie de translanguaging est basée sur la théorie de translanguaging, non? Que des personnes qui apprennent une langue ou qui sont bilingues n'ont pas deux langues qui sont séparées cognitivement. Les langues sont séparées socialement. Ils sont de réalité pour l'identité, pour pour notre vie, mais que les langues ne sont pas séparées comme psychologiquement. Et quand on voit une bilingue ou une personne qui apprend une autre langue comme ça, on les voit d'une façon monolingue. On croit qu'il est possible d'avoir deux monolingues dans une bilingue. Et c'est impossible parce que pour nous, je crois que nous avons un réseau, un network des ressources linguistiques, sémiotiques que nous employons pour nous comprendre. Maintenant, je fais beaucoup de choses. Je suis avec mes mains parce que il y a beaucoup de temps que mes mots me manquent. Et pour ça, j'ai besoin de mes mains. Et toi, tu as besoin de me voir à ma bouche. C'est un problème maintenant avec les masques, n'est-ce pas? Mais c'est un autre problème. Mais il faut, si on a conscience de que le bilinguisme n'est pas seulement l'addition de langue première et langue deuxième, que le linguisme n'est pas additif, mais qu'il est dynamique, il faut avoir une autre manière de penser, comme vous dites, sur la pédagogie aussi. Et pour moi, il y a trois éléments que nous avons identifiés comme
des éléments importants dans une pédagogie translanguaging, de translanguaging. Le premier, c'est que ce que nous appelons the stance. C'est le belief, Oui, la croyance. la croyance que nous avons que les personnes, que les enfants sont plus que seulement deux langues séparées. Non? Il y a qu'ils sont plus que ça. Et c'est très important parce que sans ces croyances, on ne peut pas agir comme professeur. Je pense que stance, on pourrait dire en français positionnement. La positionnement, c'est ça. Le deuxième élément, c'est ça que nous appelons le design, le plan pour agir dans une classe. Et il faut avoir un espace, je crois, toujours, pour la langue qu'on enseigne, n'est-ce pas? Si nous sommes dans une classe bilingue, il faut avoir un espace, je crois que c'est important pour une langue et après pour l'autre, parce que c'est important d'écouter, d'avoir input, et c'est aussi important d'avoir l'opportunité de dire des choses, comme je le dis maintenant. Je crois que c'est important, mais dans ces espaces, c'est très important de toujours pour le professeur avoir la conscience qu'il faut faire des adaptations de scaffolding pour les enfants dans une langue et l'autre. Il faut ouvrir des espaces de translanguaging dans l'instruction. Par exemple, c'est important pour l'observation et l'évaluation des enfants, parce que si on veut vraiment savoir qu'est-ce que l'enfant sait, on ne peut pas le limiter à une langue ou à l'autre. Il faut donner l'opportunité d'agir avec toutes les ressources. Et c'est important pour moi parce que toujours dans les écoles, nous faisons des décisions des enfants basées sur la langue, sur des tests qui sont seulement donnés dans une langue. Et quand nous faisons ça, nous volons des opportunités des enfants de dire et de comparer, partager tout ce qu'on sait, n'est-ce pas? Je crois que c'est important. Je crois que c'est aussi important d'ouvrir des espaces de translanguaging, même dans une langue que dans l'autre. Si l'enfant, par exemple, a commencé à développer une langue ou l'autre, on ne peut pas simplement laisser cet enfant dans un espace éducatif où l'enfant ne comprend pas. Il faut faire quelque chose. Il faut élargir ça que Vygotsky a appelé zone of proximal development, n'est-ce pas? La zone de développement proximal. C'est ça. Il faut l'élargir. Et comment est-ce qu'on l'élargit? On le fait avec donner des opportunités à les élèves d'utiliser la langue qu'ils savent, d'utiliser la technologie pour le Google Translate. Et il y a beaucoup de façons engager avec
les leçons, même quand on ne parle pas la langue. Mais il faut avoir cet espace pour translanguaging. Et je crois que la dernière fois, raison pour ouvrir cet espace, c'est parce que c'est, les enfants minorisés ont toujours une identité problématique causée par l'école, parce que l'école, on le dit, on lui dit, on dit, On lui dit, oui, oui, on lui dit à l'école, on lui dit. Qu'ils ne partent pas bien, qu'ils ont des absences, que son parent ne sait pas. Et pour moi, les espaces de translanguaging aussi changent les subjectivités des enfants. C'est-à-dire, on se sent que ça qu'ils font dans la maison, qu'ils font dans la maison, ça est aussi important et ça est aussi partie de l'éducation et ça est important. Et je crois que c'est un espace transformatif de subjectivité et c'est important. C'est le deuxième élément, le dessin de la leçon, le plan de la leçon. Mais je crois que aussi important, le troisième élément, c'est la capacité de changer avec les enfants. Je dis toujours que le translanguaging, c'est comme une je l'appelle en espagnol parce que c'est important quand j'écris en anglais aussi d'avoir un peu de translanguaging et je l'appelle le translanguaging corriente, le courant et je crois que le translanguaging toujours c'est comme un courant du rivière que il y a des fois qu'on le voit, on voit que les enfants parlent des autres langues, ils font des autres choses. Et il y a beaucoup de fois qu'on ne le voit pas dans la classe parce que c'est contrôlé. Mais cet courant est toujours là. Si on est bilingue, on a des autres façons de voir le monde, des autres façons de connaissance, des autres façons de dire les choses dans nos vies. Et il y a des fois que les profs voient ces choses et il y a des fois qu'on ne le voit pas, mais c'est toujours là. Et c'est pour ça que pour moi, je crois que l'élément plus important, c'est d'avoir la flexibilité de suivre où est-ce que les enfants sont. Et je crois que c'est important de n'avoir pas une plan, un dessin qui est fixe, mais avoir la flexibilité. Ce sont les trois éléments que je crois que ce sont importants. Numéro un, le positionnement. Le positionnement. Oui. Numéro deux, le design de la leçon, le plan de la leçon. Et numéro trois, l'habilité de changer, d'être flexible. Ophélia, la question suivante, c'est d'abord un commentaire sur ton travail, bien sûr. Ce qui m'a toujours intéressé dans ton travail, c'est deux dimensions. La première dimension, c'est la justice sociale. Pour toi, tu n'hésites pas à dire que tu es une chercheure engagée pour un enseignement dont l'objectif premier est la justice sociale. Alors ça m'a permis à moi également d'être plus assurée vis-à-vis de mes collègues et mes laboratoires, mon laboratoire de recherche, etc. La recherche, être un chercheur engagé, c'est extrêmement important à mon avis, quand on travaille dans le domaine de l'éducation. Donc, la justice sociale, c'est un point sur lequel tu reviens tout le temps. Et ça, c'est peut-être la dimension politique de ton travail, je dirais. Et puis, il y a une dimension fondamentalement théorique,
c'est comment tu remets en question cette notion de langue. Ça, je trouve ça très intéressant. Et finalement, beaucoup de gens écrivent sur le translanguaging et comment utiliser le translanguaging dans les classes, etc. Mais cette réflexion théorique sur ce que c'est qu'une langue et comment là où les langues ou le langage même sont conceptualisés dans le domaine de l'éducation, peu de gens ont poussé la réflexion aussi loin que toi, à mon avis. Alors, la question, c'est, peut-être tu peux revenir sur la façon dont tu vois cette notion de langue. Là, c'est vraiment un travail de sociolinguistique. Ma question elle concerne plus les enseignants. Je trouve que, enfin, moi, j'ai du mal et je continue à voir parmi les gens avec lesquels je travaille toutes ces notions, langue maternelle, langue étrangère, langue 1, langue 2. Hier, j'ai dû regarder un programme sur le bilinguisme pour les orthophonistes et c'est tous ces termes que tu remets en question. Langue maternelle, travailler sur la langue maternelle, travailler sur la langue 2, etc. Alors, comment faire avec les enseignants pour leur faire comprendre cette vision du langage et des langues? Comprendre que les termes de plurilinguisme, multilinguisme, même s'ils décrivent la coexistence de plusieurs langues, ça continue d'envisager les langues de façon séparée. Or, toi, tu contestes ça. Comment est-ce qu'on peut changer cette idéologie de monolinguisme si profondément ancrée dans les représentations des enseignants en général et des enseignants de langue d'autant plus? Merci Christine pour cette question, mais avant de répondre un peu, je veux donner mes excuses à Léo parce que quand on parle de représentation, je croyais que Léo c'était un homme et non pas une femme. Et c'est pour ça que je ne remercie pas à Léo et à Julie avant de commencer parce que je ne savais pas qui était la personne qui est the host de cette réunion. Et merci beaucoup, Léo. Maintenant, c'est important de le dire parce que nous vivons tout le temps avec des représentations, n'est-ce pas? Et je crois que pour les enseignants aussi, ces représentations de qui a le pouvoir et qui non, et est-ce que c'est une femme ou un homme, ou est-ce que c'est une personne noire ou blanche, et toutes ces choses a beaucoup d'effets sur ce que nous faisons. Mais je crois que c'est très difficile, Christine, de changer les représentations et les choses que nous apprenons à l'école, du commencement de l'école, n'est-ce pas? Et je crois que c'est important pour des personnes, des chercheurs comme toi et moi et les autres personnes qui sont autour de nous, les vieux et les jeunes aussi. Je crois que très spécialement les jeunes qui voient la réalité d'une manière très différente et qui ont un futur que je crois qu'on peut agir sur ce futur. Mais c'est très difficile de changer. Mais je crois que pour moi, toujours avec les enseignants, quand je parle de ça, il y a beaucoup de résistance, toujours. Il y a beaucoup de résistance parce que ce n'est pas la manière que nous savons nous savons vivre avec l'école. Vécu, expérimenté. Et c'est ça. Et c'est très difficile. Et pour moi, ça, je vois toujours les choses comme il faut marcher. Il faut marcher, comme tout le sait Christine, il faut marcher. Et j'utilise aussi toujours un saying de Martin Luther King qui a dit it's not important to see the whole staircase. Just take the first step.
Non, vous pouvez le traduire en français maintenant. Voilà, c'est pas important de voir l'escalier en entier. Ce qui est important, c'est de monter la première marche. OK. Et ces pas sont très importants. Et quand je travaille avec des enseignants, la première chose que nous faisons, c'est de changer les classes, l'ambiance de l'école d'une manière qui représente le plurilinguisme qui existe dans l'école. Et c'est très facile de faire une poster, une affiche, n'est-ce pas, avec toutes les langues de l'école. C'est très facile et il y a beaucoup de façons de le faire avec la participation des enfants, avec la participation des familles. Et je vois des écoles qui sont transformées avec une chose si facile de faire comme à montrer les langues dans les écoles. Je crois que pour les enseignants, c'est difficile pour le commencer, mais quand on fait ces choses, quand on a dans la salle de classe des livres qui sont dans des autres langues, des vidéos qu'on peut voir qui sont dans des autres langues, quand on permet des groupes qui travaillent ensemble en utilisant tout son répertoire qui a non seulement des autres langues, mais aussi des autres modes de travailler, comme le dessin ou d'agir du théâtre ou des choses comme ça, le cinéma, des vidéos, faire des vidéos. Je crois que tout le monde commence à changer et c'est plus facile pour les enseignants qu'une leçon, qu'une leçon qui emploie ces ressources qui existent dans la classe, dans le salon de classe, mais qu'on n'utilise pas. Et j'ai vu beaucoup des enseignants qui changent totalement quand ils commencent. Mais il faut qu'ils sont dans les écoles, qu'ils sont the support, que les directeurs des écoles les appuient, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on fait dans ces classes, et parce que c'est facile. Et aussi les parents, parce que il y a beaucoup de parents, des enfants immigrants, par exemple, qui toujours veulent pour ces enfants ce que nous, tous nous veulent. C'est ça. Et ils veulent que les enfants réussissent dans les écoles, qu'ils peuvent faire quelque chose mieux dans cette société nouvelle dans le futur. Et il faut que les parents, les familles aussi comprennent l'importance de la qualité des conversations, des dialogues, de lire beaucoup de choses différentes chez eux. C'est très, très important d'avoir l'appui des familles et aussi des directeurs de centres. Merci beaucoup, Ophélia. Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose? Les personnes qui nous écoutent, ce sont des bibliothécaires, des psychologues, des éducateurs, des personnels responsables d'associations. Et tous ces gens qui nous écoutent sont rassemblés autour d'un intérêt pour la lecture, la littérature de jeunesse pour les enfants. L'agence Quand les livres relient, c'est une association qui travaille pour soutenir
la lecture aux jeunes enfants dans les bibliothèques, à l'école, à l'extérieur, etc. Donc, un public varié, très riche qui nous écoute. Est-ce que tu aimerais leur dire une dernière chose avant la fin de cet entretien? Je suis très contente que vous avez mentionné les bibliothécaires, bibliothécaires parce Oui, que je crois qu'elles sont très importantes pour la vie des enfants et pour la lecture. Je crois que la première chose euh, qui, qui est important de comprendre sur la lecture, c'est que les textes écrits, même si le texte est seulement en français, quand on le lit, on ne le lit pas en français seulement. On le lit dans toutes les ressources que nous savons. Non? C'est la façon que je lis le français. Je lis les textes en français, mais je le lis en français. Je le lis en moi. Et je crois que c'est le même problème, la même manière de s'engager avec les livres qu'on a des enfants. Et, et je crois que c'est important. C'est important de comprendre que le texte peut être imprimé dans une seule langue, mais que le lecteur s'engage avec le texte, avec tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes est plus que la langue de texte. Non? Et c'est pour ça que je crois que pour moi, le message plus important pour tout le monde qui travaille avec des jeunes enfants et qui sont intéressés en la lecture, c'est qu'il faut lire. Il faut lire, il faut avoir des livres, il faut avoir du matériel pour s'engager avec des textes. Il faut avoir représentation linguistique et culturelle dans les livres. Il faut se voir dans les livres, mais la seule manière de s'engager avec le livre, c'est avec tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes n'est pas limité par une langue. Et je crois que c'est une leçon très importante pour les éducateurs, les bibliothécaires. C'est important qu'elles trouvent des livres qui représentent les enfants, mais même quand les livres ne représentent culturellement, parce que c'est impossible de représenter toutes les cultures, toutes les langues, c'est impossible, mais il faut avoir une représentation multiculturelle et multilingue, même si le texte est en français seulement. Et c'est, je crois, le travail très important que les bibliothécaires et les profs font avec les enfants. Merci Christine. C'est merci difficile. beaucoup, Ophélia.